février 1814. Regardez bien cette carte, ce n'est pas seulement une invasion, c'est une exécution programmée. L'Europe entière déferle sur la France. 300 000 soldats russes, prussiens, autrichiens et bavarois franchissent le Rhin. Ils marchent sur Paris avec une certitude absolue, c'est la fin. Ils rient, ils boivent déjà à leur victoire. Dans leurs états-majors, les généraux ennemis sont persuadés que l'ogre corse est fini, que l'aigle impérial a les ailes brisées et qu'il ne reste plus qu'à dépecer la bête. Mais ces monarques coalisés ont commis une erreur fatale, une erreur d'arrogance qui va leur coûter des milliers de vies. Ils ont oublié que l'animal le plus dangereux au monde n'est pas le lion qui chasse, mais le lion blessé, acculé aux fontes de sa tanière. Pourtant, la situation française est désespérée. Napoléon n'a plus ses grognards, ses vétérans invincibles d'Austerlitz ou d'Aena. Ils sont morts dans les neiges de Russie ou encerclés en Allemagne. Alors, qui lui reste-t-il pour sauver la patrie en danger? Des gamins. Il lui reste des adolescents de 16 ou 17 ans, levés à la hâte dans les campagnes. Ils n'ont pas d'uniforme complet, certains marchent en sabots. Beaucoup n'ont jamais tiré un coup de fusil de leur vie avant cette semaine. On les appelle les Marie-Louise. Ils ont le visage tendre de l'enfance et la peur au ventre. En face d'eux, l'élite militaire mondiale. Des Cosaques sauvages, des grenadiers prussiens entraînés, des vétérans endurcis par 10 ans de guerre. Le rapport de force est terrifiant. 1 contre 10. Selon toute logique militaire, selon toutes les lois de la guerre, le résultat aurait dû être un massacre immédiat de ces enfants français. Et ce fut un massacre, mais pas celui que vous croyez. Ce qui va se passer est inconcevable. En seulement 6 jours, oui, 144 heures. Napoléon et sa troupe de lycéens vont infliger 4 des plus humiliantes défaites de l'histoire à des armées largement supérieures. Ils vont courir plus vite, frapper plus fort et se battre avec une telle rage que les coalisés vont croire à de la sorcellerie. Ici, sur l'héritage de fer, nous allons rouvrir le dossier sanglant de la campagne des 6 jours. Oubliez Waterloo, oubliez la tristesse de la fin. Ce que vous allez découvrir aujourd'hui, c'est le chef-d'œuvre tactique absolu. C'est le moment précis où le génie français a défié les mathématiques pour écrire sa légende. C'est l'histoire de comment une poignée de conscrits a fait trembler les trônes d'Europe une dernière fois. L'ennemi croyait marcher sur un cadavre. Il allait trébucher sur un volcan. Pour comprendre l'ampleur du miracle qui va se produire, il faut d'abord plonger dans la tête de l'ennemi. Imaginez l'arrogance du maréchal prussien Blücher. C'est un vieil homme de 71 ans, dévoré par une haine viscérale de la France. Il ne rêve que d'une chose, piller Paris et pendre Napoléon. Il est tellement confiant qu'il commet l'imprudence suprême. Les forces alliées sont divisées en 2 masses gigantesques. D'un côté, l'armée de Bohême, dirigée par l'Autrichien Schwarzenberg, lente, prudente, titanesque. De l'autre, l'armée de Silésie de Blücher, rapide, agressive, impatiente. Blücher méprise la prudence des Autrichiens. Il veut arriver le premier aux Tuileries. Alors, il accélère, il pousse ses hommes. Et ce faisant, il s'éloigne dangereusement du gros des troupes alliées. Pire encore, Blücher étale son armée sur près de 80 kilomètres. Ses corps d'armée marchent les uns derrière les autres, sans véritable liaison, comme une chenille imprudente qui s'étire sur une route de campagne. Il pense que l'armée française n'existe plus. Pour lui, Napoléon n'est plus qu'un fugitif qui cherche à retarder l'inévitable. Il ne surveille pas ce flanc. Pourquoi le ferait-il? Qui oserait l'attaquer? C'est à cet instant précis que le génie se réveille.
Nous sommes le 9 février. Napoléon est à Nogent-sur-Seine. Il examine les rapports de ses éclaireurs. Son visage est sombre. Les maréchaux autour de lui supplient pour la paix, même une paix déshonorante. Mais soudain, l'empereur pointe un doigt sur la carte. Il a vu la faille. Il a vu cette chenille prussienne étirée et vulnérable. Ses yeux, ternis par la fatigue, retrouvent cet éclat terrifiant d'Austerlitz. Il s'écrie « Je les tiens !» Le plan est d'une audace suicidaire. Napoléon décide d'abandonner la défense de Paris face aux Autrichiens pour se jeter avec toutes ses forces restantes au milieu de l'armée prussienne. Il va se placer au centre du dispositif ennemi et, grâce à ce qu'on appelle la manœuvre sur lignes intérieures, il va détruire les corps d'armée de Blücher un par un, avant qu'ils ne puissent s'entraider. C'est comme un boxeur, poids-plume, qui se glisse à l'intérieur de la garde d'un géant pour le frapper au foie, encore et encore. Mais pour que cela fonctionne, il faut aller vite, terriblement vite. L'ordre de marche est donné. Et c'est là que l'héroïsme des Marie-Louise entre en scène. Il faut imaginer les conditions. Nous sommes en février, dans la Champagne pouilleuse. Il gèle à pierre fendre le matin, et le dégel transforme les routes en marécages de boue collante l'après-midi. Les soldats n'ont pas mangé à leur faim depuis des jours. Leurs bottes prennent l'eau, leurs uniformes sont en lambeaux. Pourtant, quand l'empereur passe à cheval, au milieu de ces colonnes de misère, une clameur s'élève. Vive l'empereur! Ces gamins, qui auraient dû pleurer leur mère, serrent les dents et accélèrent le pas. Ils traînent les canons dans la fange, s'aidant de cordes, de bras, de volonté pure. Ils savent qu'ils marchent vers la mort, mais ils y vont la tête haute, parce que le dieu de la guerre les guide. Le 10 février au matin, le piège se referme à Champaubert. Le général russe Olsoufiev, qui commande une division de 5000 hommes, est tranquillement installé. Il ne se doute de rien. Ses éclaireurs lui ont bien signalé quelques mouvements, mais il a ri. Napoléon? Impossible. Il est en retraite vers le sud, pense-t-il. Il s'apprête à déjeuner. Soudain, le tonnerre. L'artillerie française, sortie de nulle part, crache la mitraille. Les Marie-Louise, encadrés par quelques vieux briscards de la garde, surgissent dans des bois comme des démons. Ils ne manœuvrent pas comme à la parade, non, ils foncent. C'est la fureur brute. Olsoufiev est sidéré. Il tente de former ses lignes, mais il est déjà trop tard. Les Français sont sur eux. Ce n'est pas une bataille, c'est une destruction. Les conscrits français, ivres de fatigue et de rage, chargent à la baïonnette avec une violence inouïe. Ils vengent la retraite de Russie, ils vengent l'invasion de leur sol. Les Russes, pourtant réputés pour leur ténacité, paniquent. Ils sont encerclés, sabrés, culbutés dans les étangs gelés. En quelques heures, le corps d'armée d'Olsoufiev cesse tout simplement d'exister. Sur 5000 Russes, 4000 sont tués ou faits prisonniers. Les pertes françaises, dérisoires. À peine quelques centaines d'hommes, c'est un ratio de 1 pour 20. Le soir même, la scène est surréaliste. Napoléon dîne dans une modeste ferme. Autour de la table, non pas ses maréchaux, mais les généraux russes capturés, dont Olsoufiev, livide, qui n'arrive toujours pas à comprendre comment une armée fantôme l'a anéanti. L'empereur est rayonnant. Il a retrouvé son énergie, son humour mordant. Il sait que Champaubert n'est que le début. Il a coupé l'armée de Blücher en deux. Il a isolé l'avant-garde de l'arrière-garde. Dans une lettre qu'il écrit le soir même, il lâche cette phrase qui résume tout. « Si je vole demain comme aujourd'hui, l'ennemi est perdu. » Notez bien ce mot, voler. Il ne s'agit plus de marcher, il s'agit de frapper avec la vitesse de l'éclair.
Mais Blücher, lui, n'est pas encore vaincu. Le vieux maréchal prussien apprend la destruction d'Olsufiev avec stupeur, mais surtout avec colère. Il est furieux. Il refuse de croire que l'armée française est dangereuse. Pour lui, c'était un coup de chance, une embuscade de bandits. Il décide alors de faire demi-tour pour écraser cette insolente poignée de Français. Il pense piéger Napoléon, le pauvre fou. Il ne fait que se jeter dans la gueule du lion. Le lendemain, 11 février, nous sommes à Montmirail. Blücher a envoyé le général Sacken et le général Yorck, 2 de ses meilleurs commandants, pour en finir. Il dispose de forces écrasantes, plus de 30 000 hommes, des vétérans russes et prussiens, lourdement armés. Napoléon, lui, a à peine 15 000 hommes disponibles immédiatement, 1 contre 2. Encore une fois, les mathématiques donnent la France perdante. Encore une fois, la logique voudrait que l'empereur recule. Mais Napoléon ne recule pas. Il attaque. Le terrain est vallonné, coupé de ruisseaux et de bois. C'est un terrain difficile, parfait pour la défense, terrible pour l'attaque. Les Russes de Sacken s'installent, sûrs de leur force. Ils voient les lignes françaises, si fines, si peu nombreuses. Ils s'attendent à une victoire facile avant le coucher du soleil. La bataille s'engage au village de Marchais. C'est un charnier. Le village est pris, repris, reperdu, repris encore. Les combats sont d'une sauvagerie médiévale. On se bat dans les granges, dans les jardins, corps à coups de crosse, à coups de couteau. Les Marie-Louise tiennent bon face aux grenadiers russes. Ils meurent par centaines, mais ils ne lâchent pas un pouce de terrain. Cependant, le nombre commence à peser. L'aile gauche française plie sous la masse russe. Sacken sent la victoire. Il envoie ses réserves pour briser la ligne française. C'est le moment critique. Si la ligne casse, c'est la fin de l'armée, la fin de l'Empire, la fin de tout. C'est alors que, dans la brume de l'après-midi, un bruit sourd se fait entendre, un bruit rythmé, lourd, terrifiant, pour quiconque a déjà affronté la France sur un champ de bataille. Le sol tremble. Ce n'est pas une métaphore. La garde impériale arrive. Napoléon a gardé en réserve ses précieux bataillons de la vieille garde, ces géants aux bonnets à poil, ces hommes qui n'ont jamais connu la défaite. Il les lance maintenant au centre, droit dans le cœur du dispositif russe. Imaginez la scène. D'un côté, la masse confuse et hurlante des Russes qui croient avoir gagné. De l'autre, des murs de granit bleu, avançant au pas cadencé, imperturbables sous les balles, baïonnettes alignées comme des rasoirs. Ils ne tirent pas, ils marchent. L'impact psychologique est dévastateur. Voir la vieille garde avancer, c'est voir la mort en face. Au même moment, Napoléon, qui dirige la bataille comme un chef d'orchestre, dirige une symphonie, lance une attaque de cavalerie foudroyante sur le flanc. La cavalerie de la garde brise les carrés russes. C'est la panique. L'armée de Sacken, qui se voyait victorieuse 1 heure plus tôt, se désintègre. Les soldats russes jettent leurs fusils et s'enfuient à travers les bois, pourchassés par les sabres français. Le soir tombe sur Montmirail. Le champ de bataille est jonché de cadavres ennemis. Sacken a perdu des milliers d'hommes et s'enfuit dans la nuit noire pour échapper à la capture. En 2 jours, Napoléon vient de remporter 2 victoires impossibles. Il a brisé le centre, il a brisé l'avant-garde. Mais il n'y a pas de temps pour célébrer, pas de temps pour dormir. Napoléon sait que le travail n'est qu'à moitié fait. Blücher est blessé, mais il respire encore. Les Prussiens et les Russes, restants, tentent de se regrouper vers Château-Thierry pour traverser la Marne et s'échapper.
S'ils passent la rivière, ils sont sauvés. Ils pourront se réorganiser et revenir. L'empereur ne peut pas permettre cela. Il regarde ses soldats. Ils sont épuisés, couverts de boue et de sang, affamés. Ils viennent de livrer 2 batailles en 48 heures. Humainement, ils ne peuvent plus avancer. Et pourtant, Napoléon leur demande l'impossible. Encore un effort, mes enfants. La victoire est au bout de vos jambes. Et le miracle se reproduit. Ces gamins se relèvent. Ils reprennent leurs fusils. Ils se remettent en marche dans la nuit glaciale. Ils vont courir après l'ennemi. La traque continue. La route de Château-Thierry devient le théâtre d'une chasse à l'homme gigantesque. L'armée alliée en retraite est encombrée par ses bagages, ses blessés, sa peur. Les Français sont légers, portés par l'euphorie de la victoire. Ils talonnent l'arrière-garde ennemie, mordant les talons des Prussiens à chaque kilomètre. Le 12 février, Napoléon les rattrape devant la Marne. Les Russes et les Prussiens sont acculés à la rivière. Ils doivent traverser le pont pour survivre. C'est une bousculade indescriptible. L'artillerie française se met en batterie sur les hauteurs et commence à pilonner la masse compacte des fuyards. C'est un carnage. Les boulettes tracent des sillons sanglants dans les colonnes ennemies. Les cavaliers français chargent les traînards qui n'ont pas pu passer. On capture des milliers d'hommes, des canons, des drapeaux. Le général prussien Yorck parvient in extremis à détruire le pont derrière lui, laissant une partie de ses troupes à la merci des Français. C'est une nouvelle victoire écrasante. En 3 jours, l'armée de Silésie, cette force qui devait conquérir Paris, a perdu près de 20 000 hommes. Elle est en lambeaux, dispersée, démoralisée. Blücher, le vieux maréchal arrogant, est introuvable. On dit qu'il erre quelque part avec les débris de son armée, fuyant comme un voleur. À Paris, la nouvelle de ses victoires arrive comme une bombe. Les journaux exultent, la bourse remonte. Les traîtres qui préparaient déjà leur ralliement aux Bourbons se terrent dans le silence. Le peuple reprend espoir. On se dit que, peut-être, l'aigle est immortel. On se dit que la France ne peut pas mourir tant que cet homme est à sa tête. Mais le plus grand acte de cette tragédie reste à venir. Blücher, humilié, enragé, tente un dernier coup de dé. Il parvient à regrouper tout ce qui lui reste de troupes, environ 20 000 hommes, et décide de contre-attaquer vers Vauchamp. Il pense que Napoléon est parti pour suivre d'autres ennemis. Il pense tomber sur une arrière-garde faible. C'est la dernière erreur qu'il commettra dans cette semaine sanglante. Car Napoléon a anticipé ce mouvement. Il a fait semblant de partir vers le sud pour mieux revenir. Il attend Blücher à Vauchamp. Le piège final est en place. Et cette fois, la leçon sera définitive. Le matin du 14 février se lève sur une campagne blanche de givre. C'est la Saint-Valentin, mais il n'y aura pas d'amour aujourd'hui à Vauchamp, seulement du fer et du feu. Blücher avance avec confiance. Ses éclaireurs lui rapportent que seule une petite division française, celle du maréchal Marmont, lui barre la route. Le vieux Prussien se frotte les mains. Il voit là l'occasion de laver l'affront, d'écraser un maréchal de France et de reprendre l'initiative. Il lance ses troupes en avant, ordonnant une attaque générale pour submerger Marmont. Ce que Blücher ignore, c'est que Napoléon est arrivé dans la nuit. En silence, comme un prédateur nocturne, l'empereur a ramené le gros de ses forces, y compris la cavalerie de la garde, et les a dissimulés derrière les replis du terrain. Marmont n'est pas une proie isolée, c'est un appât. Et Blücher vient de mordre à l'hameçon, avec une voracité suicidaire. Lorsque les Prussiens s'engagent à fond contre Marmont, persuadés de l'emporter, le piège se déclenche. Soudain, sur les flancs, la cavalerie française apparaît.
Des milliers de sabres étincellent dans la lumière froide du matin. Les cuirassiers, ces colosses d'acier montés sur des chevaux lourds, chargent. Le sol tremble sous leurs sabots. C'est la panique totale chez les Prussiens. Ils réalisent trop tard qu'ils ne combattent pas une arrière-garde, mais Napoléon lui-même. Le cri « Napoléon, Napoléon » se propage dans les rangs ennemis comme une traînée de poudre semant la terreur. Ce nom seul suffit à faire vaciller le courage des plus braves. Blücher comprend qu'il est perdu. Il ordonne la retraite immédiate. Mais comment reculer quand on est assailli de toutes parts? La bataille de Vauchamp se transforme en une boucherie méthodique. Contrairement aux jours précédents, ce n'est plus une mêlée confuse, c'est une exécution tactique parfaite. L'infanterie française fixe l'ennemi de face, tandis que la cavalerie de Grouchy contourne les lignes prussiennes et coupe leur retraite. Les carrés d'infanterie prussiens, formés à la hâte pour résister aux charges, sont brisés les uns après les autres. Les scènes sont apocalyptiques. Les cavaliers français, ivres de vengeance, sabrent les fuyards sans pitié. On ne fait pas de quartier. La boue de Vauchamp se teinte de rouge sur des kilomètres. Blücher lui-même, le commandant en chef de l'armée de Silésie, manque de justesse d'être capturé. Il doit son salut à la vitesse de son cheval et à l'obscurité tombante, fuyant entouré de son état-major, le visage livide, réalisant l'ampleur du désastre. Son armée n'est plus une force combattante, c'est un troupeau dispersé qui cherche désespérément à échapper aux griffes de l'aigle. Le bilan de cette journée est effroyable pour les Alliés. 7000 Prussiens tués, blessés ou capturés. Les Français ont perdu moins de 600 hommes. C'est une démonstration de supériorité absolue. En 6 jours, du 10 au 14 février, le bilan global donne le vertige. Napoléon, avec une armée de 30 000 hommes, souvent des gamins inexpérimentés, a affronté 4 corps d'armée, totalisant plus de 50 000 soldats d'élite. Il a remporté 4 victoires majeures, Champaubert, Montmirail, Château-Thierry, Vauchamp. Il a infligé près de 30 000 pertes à l'ennemi. Il a littéralement pulvérisé l'armée de Silésie. Blücher, qui voulait marcher sur Paris en vainqueur, fuit vers Châlons pour lécher ses plaies, humilié comme jamais auparavant dans sa longue carrière. Mais au-delà des chiffres, c'est l'impact psychologique qui est sismique. La nouvelle de la débâcle de Blücher atteint le quartier général des autres armées alliées. Celle de Schwarzenberg qui avançait lentement au sud. C'est la stupeur, la terreur s'empare des monarques coalisés. Le tsar Alexandre de Russie et le roi de Prusse sont sous le choc. Ils pensaient la guerre finie, ils pensaient la France à genoux. Et voilà que le diable surgit de sa boîte, plus féroce que jamais. La peur paralyse le commandement allié. Schwarzenberg, terrifié à l'idée que Napoléon se retourne maintenant contre lui, ordonne l'arrêt immédiat de la marche sur Paris. Pire, il envisage même la retraite générale vers le Rhin. Imaginez un instant, des centaines de milliers de soldats, l'immense machine de guerre de l'Europe coalisée, s'arrêtent et tremblent devant une poignée de Français menés par un seul homme. C'est le pouvoir du mythe. C'est la peur viscérale que le nom de Napoléon inspire encore. Dans les camps alliés, l'ambiance est lugubre. Les officiers chuchotent que Napoléon a retrouvé ses bottes de 796, ses bottes de la campagne d'Italie où, jeune général, il avait défié toutes les lois de la guerre. Ils se disent qu'il est invincible, qu'il a pactisé avec le diable, qu'il est partout à la fois. Chaque ombre, chaque mouvement de troupes français devient suspect. L'initiative a changé de camp. Pour un bref, mais éblouissant moment, le destin de l'Europe vacille. Pendant ce temps, dans le camp français,
L'atmosphère est électrique. Les Marie-Louise ne sont plus des enfants. En une semaine, ils ont vieilli de 10 ans. Ils ont vu le feu, ils ont vu le sang, et ils ont vu le dos de l'ennemi. Ils se sentent invincibles. Ils regardent leur empereur avec une adoration fanatique. Ils ont accompli l'impossible. Ils ont prouvé au monde que le soldat français, même sans chaussures, même affamé, même en infériorité numérique, reste le guerrier le plus redoutable de la terre quand il est bien commandé. Napoléon, lui, savoure ce triomphe, mais avec lucidité. Il sait que la partie n'est pas gagnée. Les Alliés ont encore des réserves immenses. Pour chaque soldat russe tué, 2 autres franchissent le Rhin. Lui n'a plus de réserve. Chaque homme perdu est irremplaçable, mais il a gagné du temps. Il a redonné une âme à son armée et une fierté à son peuple. Il a prouvé que la France ne se laisserait pas dépecer sans un combat de titans. Cette campagne des 6 jours est souvent étudiée dans les écoles de guerre comme le summum de l'art opérationnel. C'est la victoire de l'intelligence sur la force brute, de la vitesse sur la masse, de l'audace sur la prudence. C'est la démonstration que la guerre n'est pas qu'une affaire de comptabilité, mais une affaire de volonté et de génie. Napoléon a utilisé le terrain, le temps et la psychologie de ses adversaires comme des armes bien plus létales que ses canons. Pourtant, malgré cet éclat aveuglant, l'ombre plane toujours. Car si Napoléon a gagné les batailles, il n'a pas gagné la guerre. Les trahisons se préparent dans l'ombre à Paris. Les maréchaux sont fatigués. Le pays est exsangue. Cette épopée fulgurante ressemble au dernier rugissement d'un lion magnifique avant que les chasseurs ne finissent par l'abattre sous le nombre. Mais quel rugissement! Un cri de défi qui résonne encore à travers les siècles. C'est là toute la beauté tragique de 1814. Ce n'est pas l'histoire d'une victoire finale, c'est l'histoire d'une résistance héroïque. C'est l'histoire d'un homme et d'un peuple qui refusent de baisser la tête, même quand tout est perdu. C'est la définition même de la grandeur. Alors que les armées alliées se réorganisent péniblement, léchant leurs plaies béantes, Napoléon prépare déjà son prochain coup. Il ne s'arrêtera pas. Il ne s'arrêtera jamais tant qu'il lui restera un souffle et un soldat. La campagne des 6 jours n'était pas un baroud d'honneur, c'était un avertissement. Tant que l'aigle respire, personne n'est en sécurité. L'avertissement de Napoléon n'a pas été entendu seulement par les rois. Il a résonné au plus profond de l'âme française. Car ce qui se joue dans les semaines qui suivent la campagne des 6 jours dépasse la simple stratégie militaire. C'est une métamorphose nationale. Imaginez un instant l'état d'esprit dans les villages de France. Quelques semaines plus tôt, on cachait l'argenterie, on enterrait le grain, on attendait l'arrivée des Cosaques avec la résignation de ceux qui vont être dévorés. Mais soudain, les nouvelles du front changent tout. On apprend que l'envahisseur, ce colosse qui semblait invincible, a été rossé par des gamins du pays. On raconte que des généraux prussiens pleurent de rage, que des régiments entiers de la garde russe ont été dispersés comme de la paille au vent. La peur change de camp. Dans les campagnes, les paysans, qui jusqu'alors subissaient les réquisitions en silence, commencent à relever la tête. Ils déterrent les vieux fusils de chasse. Ils s'organisent en petites bandes pour harceler les traînards ennemis, capturer les convois de ravitaillement, tendre des embuscades dans les bois. La guerre devient totale. Ce n'est plus seulement la guerre de l'empereur, c'est la guerre du peuple. C'est le réveil d'une nation qui se souvient qu'elle a, 20 ans plus tôt, tenu tête à l'Europe entière, à Valmy. Cette ferveur populaire terrifie les Alliés. Ils ne comprennent pas. Ils pensaient venir en libérateurs,
pour délivrer la France du tyran Bonaparte. Ils pensaient être accueillis avec des fleurs. Au lieu de cela, ils trouvent une terre hostile, où chaque haie peut cacher un franc tireur, où chaque village est une forteresse potentielle. Cette hostilité use le moral des troupes coalisées. Les soldats russes et autrichiens, loin de chez eux, fatigués, malades, commencent à douter. Pourquoi mourir pour une guerre qui semble ne jamais devoir finir? Pourquoi affronter ce diable d'homme qui semble capable de faire surgir des armées du sol? Napoléon, lui, joue de cette peur avec maestria. Il multiplie les mouvements, apparaissant là où on ne l'attend pas. Après avoir écrasé Blücher, il se retourne vers le sud pour frapper l'armée de Schwarzenberg à Montereau. C'est une nouvelle démonstration de force. L'empereur pointe lui-même les canons, comme au temps de sa jeunesse. Il s'expose au feu, défiant la mort. À ses soldats qui s'inquiètent pour sa vie, il lance cette réplique légendaire. « Ne craignez rien, mes amis, le boulet qui doit me tuer n'est pas encore fondu. » C'est cette confiance surnaturelle qui électrise ces hommes. Mais derrière cette façade d'invincibilité, la réalité est sombre. Les ressources manquent cruellement. Il n'y a plus d'argent dans les caisses, plus de fusils dans les arsenaux. On manque de tout, sauf de courage. Napoléon doit faire des miracles quotidiens pour trouver de quoi nourrir ses troupes, pour équiper les nouvelles recrues qui arrivent au compte-gouttes. Il doit aussi lutter contre un ennemi intérieur plus insidieux, la trahison. À Paris, Talleyrand et d'autres dignitaires complotent déjà pour le retour des Bourbons. Ils envoient des messages secrets aux Alliés, leur donnant des informations sur l'état réel des forces françaises, les suppliant de ne pas signer la paix et de marcher sur la capitale. Ils savent que tant que Napoléon gagne sur le champ de bataille, leur trahison reste en suspens. Mais ils parient sur l'épuisement inévitable de la France. C'est là le drame tragique de 1814. Napoléon se bat seul, seul contre l'Europe, seul contre une partie de ses élites, seul contre le destin. Ses maréchaux, ces hommes qu'il a couverts d'honneur et de richesse, sont las. Ils veulent profiter de leur château, de leurs titres. Ils ne veulent plus dormir dans la boue. Ney, Berthier, Lefebvre. Ils obéissent encore, mais le feu sacré s'éteint doucement chez eux. Ils regardent leur maître avec un mélange d'admiration et d'effroi, se demandant jusqu'où sa folie va les entraîner. Mais les Marie-Louise, eux, ne calculent pas. Ils n'ont rien à perdre. Pour eux, l'empereur est un dieu vivant. Ils voient en lui le père de la nation, le protecteur du sol sacré. Cette relation fusionnelle entre le chef et ses plus humbles soldats est le moteur de cette campagne. C'est ce qui permet de tenir, de marcher, encore et encore, malgré la faim, malgré le froid, malgré l'évidence de la fin. Car la fin approche, inéluctable. Les mathématiques finissent toujours par rattraper le génie. Les Alliés, après leur moment de panique, comprennent qu'ils ne peuvent pas vaincre Napoléon en détail. Ils adoptent une nouvelle stratégie, brutale et simple, ignorer l'empereur et foncer sur Paris. Ils savent que s'ils prennent le cœur du pouvoir, la tête tombera. Ils réunissent leurs forces, formant une masse tellement gigantesque que même le génie tactique le plus brillant ne pourra l'arrêter. Napoléon tente une dernière manœuvre audacieuse. Il décide de passer sur les arrières de l'ennemi pour couper ses lignes de communication, espérant ainsi forcer les Alliés à faire demi-tour pour le combattre. C'est un coup de poker magistral. Si ça marche, l'invasion est stoppée net. Mais cette fois, la chance tourne. Un courrier intercepté révèle ses plans à l'ennemi. Les Alliés, conseillés par Talleyrand et rassurés par la supériorité écrasante de leur nombre, décident de prendre le risque
Ils laissent un rideau de troupes face à Napoléon pour le tromper et lancent le gros de leurs armées. 150 000 hommes, droit sur Paris. La capitale est mal défendue. Les traîtres ont veillé à ce qu'elle ne soit pas fortifiée. Malgré la résistance héroïque de la garde nationale et des élèves de l'école polytechnique à la barrière de Clichy, Paris tombe le 30 et 1 mars. C'est la fin de l'Empire, mais ce n'est pas la fin de la légende. Car ce qui reste de 1814, ce n'est pas la capitulation, ce n'est pas l'abdication de Fontainebleau, triste et solitaire. Ce qui reste gravé dans le marbre de l'histoire, c'est l'incroyable épopée de février. C'est le souvenir de ces 6 jours où la France, seule contre tous, a montré au monde de quoi elle était capable. C'est cette image du lion blessé, cerné par la meute, qui donne encore aujourd'hui des frissons. C'est la preuve que la défaite n'est pas une honte quand on s'est battu avec une telle grandeur. La campagne de France est devenue un mythe, non pas un mythe de victoire, mais un mythe de caractère. Elle a défini ce qu'est le panache français, cette capacité à se sublimer dans l'adversité, à être le plus brillant quand la situation est la plus désespérée. L'Europe a gagné la guerre, oui. Les rois ont retrouvé leur trône. Les frontières ont été redessinées, mais ils n'ont jamais pu effacer la peur qu'ils ont ressentie en février 1814. Ils n'ont jamais pu oublier ces gamins en sabots qui les ont fait courir. Et surtout, ils ont compris une vérité éternelle. On peut vaincre la France, on peut l'envahir, on peut même l'occuper, mais on ne peut pas briser son esprit guerrier. Les vétérans de cette campagne, ces survivants des Marie-Louise, porteront toute leur vie le souvenir de ces jours de gloire. Dans les décennies qui suivront, dans les chaumières, ils raconteront à leurs petits-enfants non pas la défaite, mais comment ils ont chassé les Prussiens à Vauchamp, comment ils ont vu l'empereur chargé à la tête de la garde à Montmirail. Ils transmettront cet héritage de fer, cette fierté intacte qui constitue le socle de notre mémoire nationale. Et c'est précisément cet héritage que nous célébrons aujourd'hui. Pas la nostalgie d'un empire perdu, mais la célébration d'une vertu intemporelle, le courage. Le courage de se battre contre les probabilités. Le courage de ne jamais accepter l'inacceptable. Le courage de rester debout quand tout le monde vous dit de vous coucher. Napoléon disait « On ne subit pas l'avenir, on le fait ». En 1814, il a tenté de forger un avenir impossible avec la seule force de sa volonté. Il a échoué, certes, mais son échec est plus glorieux que bien des victoires ordinaires. Il nous laisse une leçon impérissable. La grandeur ne réside pas dans le succès, mais dans la lutte. Et tant qu'il y aura des hommes pour se souvenir de Champaubert et de Montmirail, la flamme de cette grandeur ne s'éteindra pas. Voilà pourquoi 1814 est bien plus qu'une simple date dans un livre d'histoire. C'est un avertissement éternel gravé dans le fer et le sang. Cette campagne nous rappelle que la puissance d'une nation ne se mesure pas seulement à l'étendue de ses frontières ou à la richesse de ses coffres, mais à la dureté de sa colonne vertébrale. Ces conscrits sans uniforme, ces Marie-Louise qui chargeaient en chantant face aux canons, sont les ancêtres spirituels des poilus de Verdun et des résistants du Vercors. Ils sont le maillon d'une chaîne ininterrompue de sacrifices qui a permis à la France de traverser les millénaires. Ils nous ont appris que même lorsque le ciel s'effondre, même lorsque l'horizon est noir d'ennemis, il reste toujours une option, l'audace. L'aigle impérial a fini par tomber, c'est vrai. Mais il est tombé en combattant les serres rouges du sang de ses chasseurs, laissant derrière lui une Europe traumatisée par sa propre victoire. Napoléon a perdu son trône,
mais il a gagné quelque chose de bien plus précieux, l'immortalité de son art. Il a transformé une défaite inévitable en une leçon de maîtrise qui est encore enseignée aujourd'hui dans toutes les académies militaires du globe, de West Point à Saint-Cyr. Aujourd'hui, alors que nous regardons en arrière vers ces champs de la Marne et de la Champagne, ce n'est pas de la tristesse que nous devons ressentir. C'est une fierté féroce. C'est la certitude d'appartenir à une histoire qui ne ressemble à aucune autre, une histoire de grandeur, de démesure et de panache. C'est cela, l'héritage de fer. Ce n'est pas adorer les cendres du passé, c'est entretenir le feu qui brûlait dans le cœur de ces hommes. C'est se souvenir que l'impossible n'est qu'un mot pour ceux qui n'ont pas la volonté de le briser. Si vous aussi, vous sentez cet écho résonner en vous, si vous refusez d'oublier ceux qui ont fait trembler le monde avec rien d'autre que leur courage, alors votre place est parmi nous. Rejoignez les rangs, abonnez-vous et activez la cloche pour ne manquer aucun de nos futurs rapports de bataille. Et avant de nous quitter, j'ai une question pour vous, une vraie. La campagne de 1814, avec son génie du DSS,